Merci, Monsieur le Président. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est l'aridité qui caractérise d'emblée l'intervention des collectivités territoriales en matière de prévention des risques naturels en agriculture, tant celle de l'État s'avère prééminente. C'est lui tout d'abord qui élabore et qui met en œuvre aussi les plans de prévention des risques naturels, les fameux PPRN, les plans de prévention des risques naturels prévisibles, comme les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les tempêtes ou même les éruptions volcaniques. Et selon la gravité des risques, des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde vont être prises sur l'autorité du préfet dans certaines zones, et ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction, par exemple, de tout type d'activité agricole. Le levier financier est aussi du ressort de l'État, à travers notamment le fonds Barnier, qui représente aujourd'hui la principale source de financement de la politique de prévention des risques naturels. La luxuriance des habits que revêt l'État en ce domaine tient en outre à la diversité d'acteurs déconcentrés qui le composent. On pense bien sûr au préfet, mais il y a aussi évidemment la DDTM qui instruit les demandes présentées au titre du fonds Barnier, ou les agences de l'eau, dont il a déjà été question ce matin, qui apportent un soutien financier et technique, on le dit trop peu, pour prévenir les inondations et autres coulées de boue. L'actualité récente, enfin, n'a fait qu'accroître la position dominante, pour rester dans le registre du droit économique voulu par les organisateurs du colloque, position dominante de l'État en matière de prévention des risques naturels en agriculture, à travers la subvention sur les primes et cotisations d'assurance qui résulte de la réforme que vous connaissez tous de l'assurance récolte opérée par la loi de 2022. Pourtant, des traces de vie locale se distinguent malgré tout dans ce désert. Alors, certaines d'entre elles se révèlent, il est vrai, du mirage, comme la piste que je pensais très honnêtement la plus prometteuse quand j'ai préparé cette intervention, à savoir la jurisprudence Magnier du Conseil d'État de 1961, qui reconnaît la nature de service public de l'activité de lutte contre les ennemis des cultures confiée à des groupements communaux ou intercommunaux et à des fédérations départementales sous le contrôle de services agricoles départementaux. Sauf qu'en fait, ce n'est pas de collectivité territoriale dont il est question, mais de l'administration déconcentrée de l'État. D'autres pistes se révèlent plus encourageantes. Le Code de l'urbanisme, d'abord, assigne aux collectivités territoriales un objectif de prévention des risques naturels prévisibles dans l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. S'agissant plus spécifiquement de la commune, la police administrative générale est confiée au maire par l'article L2212-2 du CGCT, laquelle implique notamment le soin de prévenir les accidents et les fléaux calamiteux comme les incendies, les inondations, les éboulements ou les autres accidents naturels. L'étude de la prévention des risques naturels en agriculture suppose en outre de dépasser le clivage entre l'État et les collectivités territoriales. L'intervention de l'Union européenne s'avère évidemment substantielle. Le FEAGA finance, entre autres, pour la filière des fruits et légumes, le matériel de protection contre les aléas naturels, je pense aux filets paragrêle, aux radars de détection de cellules orageuses et autres bâches anti-gel. La gestion du FEADER, second pilier de la PAC, est source de financement de nombreuses actions de prévention des risques naturels en agriculture, et elle s'est faite, ça a été dit par ailleurs ce matin, dans la précédente programmation, sous la responsabilité des régions. C'était la loi MAPTAM qui a posé ce principe, avant qu'en 2023, une partie du cadrage de certaines mesures et leur instruction ne soit décidée par ces mêmes régions. Plus fondamentalement, la période semble propice, à mon avis, à l'implication des collectivités territoriales dans la prévention des risques naturels en agriculture. Le changement climatique régionalise les défis soulevés par la prévention des risques dont il affecte la survenance et invite à explorer, à mon avis, des solutions plus localisées que jusqu'alors. Le rapport Descrozaille l'a magistralement démontré. L'action de l'État n'est en outre pas toujours irréprochable. La tempête Xynthia a ainsi illustré l'insuffisance de ces fameux PPRN en matière de risques littoraux en particulier. Et cette déclinaison que je vous propose du principe de subsidiarité se dessine, à mon avis, tant en droit de la PAC qu'en droit des collectivités territoriales. En droit de la PAC, il y a une approche qui est de plus en plus régionalisée des investissements à travers le PSN de la nouvelle PAC. D'autres promesses d'adaptation du cadre juridique résultent du droit des collectivités territoriales.
Alors je pense évidemment, il en était question déjà ce matin, aux dernières grandes lois qui ont eu un impact considérable en matière d'action publique climatique et environnementale, la loi climat et résilience que Carole a citée il y a un instant, en matière d'érosion côtière, de risque de submersion, mais je pense aussi plus largement à la décentralisation, mais aussi à la différenciation depuis la loi 3DS de 2021, qui devrait, pense-t-on, logiquement permettre aux collectivités d'intervenir en fonction des besoins, plutôt qu'en application d'un cadre homogène. En somme, développer une offre locale pour répondre à une demande qui est de plus en plus locale, elle aussi, en matière de prévention des risques naturels, plutôt que de s'en remettre à l'État. Hélas, ce sont encore des vœux pieux. Les interventions des collectivités territoriales se multiplient, ce que j'essaierai de démontrer dans un premier temps de mon propos, mais la France demeure dépourvue encore aujourd'hui de politique locale de prévention des risques naturels en matière agricole. Ce sera l'objet du second temps de mon propos, ce qui fait donc une offre publique locale étoffée, puis une offre publique locale étouffée. Voyons d'abord une offre publique locale étoffée. C'est dans deux directions que se déploie l'offre des collectivités territoriales. Elles conçoivent d'abord l'agriculture comme un secteur affecté par la survenance des risques naturels et justifiant une intervention plus ou moins spécifique de leur part pour les prévenir. Ce sera l'objet de ma première sous-partie. Par ailleurs, et Monsieur le Président, vous l'avez dit à l'instant, vous l'avez sous-entendu, les collectivités regardent aussi l'agriculture comme un instrument dans la prévention de ces mêmes risques. Ce sera l'objet de la deuxième sous-partie. La prévention des risques naturels en agriculture et puis ensuite par l'agriculture. Les collectivités jouent en matière de prévention des risques naturels en agriculture de la carotte et du bâton. La carotte d'abord, sous la forme d'incitations économiques que symbolisent les subventions publiques locales en faveur d'investissements destinés à lutter contre les risques naturels. Je pense bien sûr d'abord à la région, je dis d'abord parce que, ne serait-ce qu'au regard de sa qualité de responsable des interventions du FEADER non liées à la surface, dans le cadre de la mise en œuvre partagée avec l'État pour la programmation 2023-2027 de ce fonds. Je pense tout spécialement à l'intervention investissement productif on-farm du PSN de la nouvelle PAC, intervention numéro 7301, qui permet pour toutes les filières, pas simplement les fruits et légumes comme le FEAGA que j'ai évoqué il y a un instant, pour toutes les filières, de soutenir les projets de protection d'exploitation contre les risques naturels, avec l'installation de tours à vent, de filets, de bâches contre le vent, la grêle ou le gel. D'autres interventions sont complémentaires à celles que prévoit le PSN. Je pense notamment au régime d'aide notifiée en matière d'investissement portant sur les infrastructures hydrauliques agricoles, les fameuses aides aux investissements en matière de bassines, dont il a aussi été question ce matin, que peuvent octroyer les régions qui n'auraient pas ouvert cette intervention dans le cadre du PSN ou souhaiteraient l'étendre. Son action ne s'arrête pas à ces seules illustrations. La région initie par exemple des programmes permettant de financer l'implantation de haies et de talus pour reconstruire le bocage, notamment en Bretagne. Monsieur le Président, c'est un hommage que je vous adresse. Et je pense notamment, en l'occurrence, au programme Bretz Bocage, afin de lutter contre l'érosion et les inondations. À côté de la région, les départements et les communes ne sont pas en reste, puisque les premiers départements participent au financement d'aides aux exploitations viticoles pour se protéger de la grêle ou aux organismes de défense contre les nuisibles des cultures. Quant aux communes, elles ont pu prendre en charge, par exemple, des abonnements d'applications numériques permettant de détecter le risque de grêle en temps réel. À côté du soutien à l'activité agricole, la fameuse carotte, les collectivités réglementent son implantation et son exercice pour prévenir les risques naturels. Les collectivités portent, par exemple, j'aime beaucoup l'acronyme, les PAPI, les programmes d'action de prévention des inondations, à l'échelle d'un bassin de risque qui prennent notamment en compte les enjeux agricoles. Le maire intervient aussi au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, je l'ai dit, mais aussi spéciale. En cas de risque exceptionnel d'incendie, par exemple, il peut imposer aux propriétaires le nettoyage des branchages et arbres abîmés et contrôle aussi l'exécution des obligations légales de débroussaillement. Plus largement, les collectivités sont habilitées par le Code rural à prescrire ou exécuter les travaux présentant, du point de vue agricole et forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence dans toute une série de domaines allant de la lutte contre l'érosion à la défense contre les incendies. Ces deux facettes de l'intervention des collectivités
pour prévenir les risques naturels en agriculture appelle, à mon avis, 3 rapides observations. D'abord, elle n'est pas nouvelle, cette intervention. Pour autant, elle se part de nouveaux habits avec en particulier la montée en puissance des intercommunalités qui, évidemment, va avoir des conséquences en matière de prévention des risques. Je pense tout spécialement à la compétence GEMAPI, qui est confiée aux EPCI à fiscalité propre. Il y a aussi les initiatives spontanées qui sont mises en œuvre par ces mêmes intercommunalités. Je repense évidemment à l'hypothèse que j'évoquais tout à l'heure d'investissement pour prendre en charge l'abonnement de certaines applications pour prévenir la grêle. Dans le cadre du programme européen LEADER, les collectivités peuvent en outre être les structures porteuses des aides octroyées par les groupes d'action locales. Et dans ce cadre-là, un soutien peut être accordé aux exploitants agricoles dans leurs actions de prévention des risques naturels. Enfin, si les syndicats mixtes ont toujours joué un rôle important dans la prévention des risques naturels, ce n'est pas une nouveauté, en matière de lutte contre les inondations ou le ruissellement, des formes particulières sont apparues, comme évidemment les EPTB, établissements publics territoriaux de bassin. J'ai fait un petit clin d'œil cette fois-ci, non pas à votre Bretagne, Monsieur le Président, mais à ma Charente. Deuxième observation, l'intervention des collectivités est le plus souvent conjointe. Il s'agit bien davantage d'un cofinancement des aides que d'un financement. Certaines formes d'intervention institutionnalisent d'ailleurs cette association entre collectivités territoriales et au-delà. Je pense au comité de bassin, dont les plans de bassin d'adaptation au changement climatique préconisent le développement de systèmes de culture plus résistants à la sécheresse et l'usage de techniques retenant ou ralentissant le ruissellement des eaux. Troisième observation, les situations s'avèrent hétérogènes, ce qui complique la systématisation de l'intervention des collectivités. Selon les régions, les efforts de soutien sont parfois variables et parfois on peut passer d'une insuffisance de financement à l'excès de mesures trop disproportionnées, pour reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure par mon prédécesseur. Je pense à ce maire de Cossol qui a interdit l'installation de tout nouveau maraîcher dans sa commune pour des raisons de carence en matière de ressources en eau structurelles. Je vous vois dubitatif, Monsieur le Président, mais je le suis aussi. Plus ou moins directement prise en compte dans la prévention des risques naturels par les collectivités, l'activité agricole est aussi regardée comme un moyen d'y contribuer utilement. La prévention des risques naturels par l'agriculture cette fois-ci. Les collectivités font de l'exploitant agricole un acteur de la prévention des risques naturels dans la planification territoriale comme par contrat conclu avec lui. 3 exemples illustrent le premier cas. Je repense à mes fameux papis de tout à l'heure. Ils s'intéressent à la contribution de l'activité agricole à la gestion des inondations. La protection et la restauration des terres agricoles y sont présentés comme des leviers pour réduire la vulnérabilité des territoires. Les plans de bassin d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau prônent, eux, la limitation de l'extension urbaine et de l'artificialisation des sols, grâce notamment à la préservation de ces mêmes terres agricoles. Enfin, la mise en place de ceintures vertes agricoles périurbaines figure parmi les actions préconisées par les communes et les EPCI pour lutter contre les incendies à Narbonne, par exemple. C'est aussi par voie de contrat conclu avec les exploitants agricoles que les collectivités interviennent en matière de prévention des risques naturels. Pour prévenir les feux, on va recourir à des services de bergers dont les chèvres vont nettoyer les zones difficiles d'accès. C'est aussi le cas, Monsieur le Président, d'Agridé l'a dit tout à l'heure, en matière de déneigement. On va solliciter également des agriculteurs. Et dans les 2 cas, on va avoir affaire à un marché public de services qui va être conclu entre la collectivité territoriale et l'agriculteur. Comme pour la prévention des risques naturels en agriculture, l'analyse de la prévention des risques naturels par l'agriculture appelle 2 très rapides observations. D'une part, ce type d'intervention n'est pas propre aux collectivités territoriales. Mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, ça se rattache essentiellement à la grande question des paiements pour services environnementaux, qui n'est pas spécifique aux collectivités. Deuxième remarque, c'est qu'à certains égards, cet autre volet de l'intervention des collectivités peut se retourner contre l'activité agricole ou certaines d'entre elles. Je pense à l'objectif d'achat public zéro déforestation, prévu par la loi climat et résilience dont a parlé Carole, dont le principal facteur est l'agriculture. Lutter contre la déforestation, qui accentue notamment, vous le savez, le risque d'érosion, qui dérègle aussi le cycle de l'eau.
implique alors, en matière de restauration collective locale, de moins recourir à l'élevage bovin, oui à la chèvre en quelque sorte, dans les pâturages pour lutter contre le feu, mais non au bœuf, surtout quand il vient de l'autre bout du monde. Particulièrement riche dans le secteur agricole, les interventions des collectivités territoriales en matière de prévention des risques naturels sont toutefois sévèrement bridées par l'État, et c'est l'objet de la seconde partie de mon propos, U2, donc une offre publique locale étouffée. Étouffée parce que, pour rester dans le registre du droit économique qu'ont choisi les organisateurs de ce colloque, les barrières à l'entrée dressées par l'État sont importantes, et elles sont de deux ordres. À mon avis, j'identifie d'abord des barrières d'ordre politique et ensuite des barrières d'ordre économique. Alors, s'agissant d'abord des barrières d'ordre politique, parce que la politique de prévention des risques naturels se définit bien sûr d'abord à l'échelle nationale, les collectivités jouent les seconds rôles en matière de prévention des risques naturels dans le secteur agricole, bien qu'elles disposent quand même, à mon avis, de quelques leviers pour contester la primauté de l'État. Schématiquement, les collectivités sont tantôt reléguées au rang de conseillers de l'acteur étatique, tantôt à celui d'acteur sous surveillance. Dans le premier cas, je pense à la concertation des collectivités territoriales sur les projets de plans de prévention des risques naturels prévisibles, les fameux PPRN. Certes, cette concertation est prévue par le Code de l'environnement, mais pour autant, lorsque l'urgence le justifie, le préfet peut prendre immédiatement opposable certaines dispositions du PPRN à toute personne publique ou à toute personne privée. Alors certes, il y a une consultation obligatoire des maires concernés, mais enfin, ça n'engage absolument à rien. Alors, saisi par une commune qui était outrée, la commune de Tarascon, le Conseil constitutionnel a jugé, conforme à la Constitution, ce passage en force du préfet. Il n'y a pas de problème. Par ailleurs, tous les acteurs publics ne sont pas associés à la concertation dans le cadre du projet de PPRN. La question s'est notamment posée pour les syndicats mixtes. Et lorsque les collectivités territoriales agissent, qu'elles sont pour le coup actrices, c'est encore sous le contrôle de l'État. Les PAPI doivent être compatibles avec le PGRI, les SDAGE, les SAGE ou encore le STRADET et les contrats de rivière. Une fois approuvé, le PPRN, quant à lui, vaut servitude d'utilité publique et s'impose à tous, et notamment aux collectivités territoriales, lorsqu'elles délivrent les permis de construire, par exemple. En matière d'aide aux exploitations agricoles, notamment, on en a parlé tout à l'heure, pour s'équiper, pour lutter contre le risque naturel, le régime spécial de concurrence qui est prévu en matière d'aide agricole, je pense à l'article 42 du TFUE, comme le régime général, l'article 107 et les articles suivants. Dans les deux cas, qui est-ce qui est l'interlocuteur de la Commission européenne en matière d'aide? C'est toujours l'État, même si ce sont les collectivités territoriales qui octroient les aides aux agriculteurs. Idem à propos du pouvoir de police administrative du maire, puisque quand il y a une concurrence entre le pouvoir de police général de l'État et celui du maire, le second, le maire, doit s'abstenir de prendre toute mesure qui irait à l'encontre de celle décidée par le préfet ou plus largement par l'État. La police spéciale de l'État prime en outre sur la police générale du maire. En matière agricole, la question a souvent été réduite aux arrêtés anti-pesticides que certains maires avaient pris dans le vain espoir d'empêcher l'État de mettre en œuvre sa police spéciale des produits phytopharmaceutiques. Mais la règle vaut mutatis mutandis en matière de prévention des risques naturels. Je pense à la police spéciale de la prévention des incendies ou de l'eau. Un arrêté municipal, par exemple, qui prescrirait la récupération de l'eau de pluie à des fins d'irrigation agricole pour prévenir une tension prévisible sur la ressource en eau, quand le préfet l'a tout simplement interdit, serait illégal. Malgré cet aperçu peu engageant, les collectivités ne se montrent, à mon avis, pas totalement démunies. Pas totalement démunies parce qu'il y a, à mon avis, au moins 3 dimensions qu'elles peuvent exploiter pour faire valoir leur rôle en matière de prévention des risques et s'immiscer dans la planification par l'État des risques naturels en matière agricole. D'abord, le pouvoir de police du maire n'est pas totalement inféodé à l'État. Le maire peut d'abord édicter des mesures plus rigoureuses que celles prévues par l'État pour sa commune et pour des motifs propres à cette localité. C'est la jurisprudence Néris-les-Bains du Conseil d'État. En outre, l'existence d'un danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels, autorise le maire à intervenir. Il doit toutefois rendre d'urgence des comptes à la DDTM. Il pourrait par exemple, ce maire, prescrire la réalisation de travaux urgents de protection pour freiner une inondation qui serait prévue,
Mais par contre, à mon avis, le maire ne pourrait pas, sur ce fondement, édicter des mesures pérennes, donc la plupart des mesures utiles en matière de prévention des risques. Voilà, l'interdiction du labour ou l'obligation au paillage serait illégale. Et en plus, outre la question de compétence, se poserait à mon avis un problème de proportionnalité de la mesure que le maire édicterait. En deuxième lieu, l'expérience a démontré que les collectivités pouvaient parfois être étroitement associées à l'élaboration de documents nationaux de planification comme les PPRI. Je pense à un rapport de la Cour des comptes sur lequel je ne vais pas revenir, Monsieur le Président, parce que je vois que le temps file. Mais dans ce rapport, la Cour des comptes soulignait que dans certains cas, le préfet octroyait de fait au maire un véritable pouvoir de faire obstacle à l'élaboration des PPRN. En troisième lieu, les collectivités tirent parfois profit de la nature réglementaire des documents de planification étatique pour en obtenir l'annulation par le juge administratif. Le contentieux est le plus souvent une arme, bien sûr, contre les collectivités, mais parfois les collectivités peuvent retourner cette arme contre l'État lorsqu'il ne respecte pas typiquement les dispositions relatives aux zones du règlement du PPRN qu'il a lui-même prévu. Le JA, par exemple, le juge administratif, a ainsi rejeté la requête d'un préfet tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme délivré par une commune pour la construction d'un bâtiment d'exploitation agricole, au motif que les dispositions relatives à la zone rouge inondation l'autorisaient. Parfois, les communes invoquent des vices de procédure, avec un succès, il est vrai, plus mitigé. L'absence à l'enquête publique de certains avis obligatoires a ainsi pu conduire à l'annulation du PPRN concernant les terrains agricoles, mais je préfère le dire franchement, c'est une exception très circonstanciée, puisque le juge administratif, et j'ai passé en revue Légifrance ces dernières semaines, se montre extrêmement sévère pour apprécier l'impact que peut avoir l'absence typiquement d'avis obligatoires annexés au projet de PPRN sur la légalité de ce même PPRN, puisque en la matière, le JA, le juge administratif, fait valoir sa jurisprudence d'Antony, qui est un arrêt célèbre parmi les publicistes, mais qui du coup atténue considérablement la portée des inégalités procédurales sur la légalité de la décision finale. D'ordre politique, les barrières à l'entrée opposées aux collectivités territoriales sont aussi de nature économique, et ce sera le tout dernier temps de mon propos, Monsieur le Président. Deux considérations d'ordre financier affectent, à mon avis, la capacité d'intervention des collectivités. D'abord, les ressources financières qu'elles peuvent consacrer à cette cause sont, dans les faits, limitées. Je pense typiquement à la faiblesse des ressources budgétaires qu'elles peuvent utiliser, mobiliser dans la mise en œuvre de certains dispositifs. Je pense aussi au fait qu'elles sont elles-mêmes, ces collectivités territoriales, très largement tributaires des subsides que leur octroient les échelons supérieurs, Union européenne, mais aussi État. On l'a dit pour les PAPI, j'ai d'autres exemples sur lesquels on pourra revenir éventuellement. Et outre ce premier constat factuel, il y a au surplus des considérations juridiques qui viennent encore plus renforcer les barrières économiques à l'entrée des collectivités territoriales. Je repense au droit des aides agricoles qui offre un cadre rigide sur lequel je ne vais pas revenir maintenant. Mais à mon avis, la principale faille qu'il faudrait exploiter, et j'espère que s'il y a ici des parlementaires, vous m'écouterez, la principale faille, à mon avis, c'est le financement des MAEC, des mesures agro-environnementales et climatiques, puisque, vous le savez certainement, nombre d'entre elles participent activement à la prévention des risques naturels en agriculture, notamment les MAEC biodiversité. En outre, le financement de ces MAEC est erratique, ça a été souligné dès la campagne Télépac 2023, il y a 2 ans. Mais pour autant, les collectivités ne peuvent pas cofinancer les MAEC, quand bien même elles le voudraient, pour des raisons juridiques qui tiennent au fait que la loi MAPTAM l'empêche pour les régions. On l'a dit tout à l'heure, la répartition aide surfacique, non surfacique avec l'État pour la gestion du FEADER. Et pour les départements, c'est la loi NOTRe qui empêche les départements d'intervenir. Voilà. Alors pour autant, et ce sera mon dernier mot, ce que le législateur a fait peut être défait, et pour un jour encore, me semble-t-il, c'est la période des vœux de début d'année, qu'il me soit permis de formuler celui-ci in extremis. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur Maublanc.